Bonsoir à tous, bienvenue, nouvel épisode du Comptoir Pédin, épisode très ensoleillé, comme vous pouvez voir, on est déjà un peu bronzé. On se faisait la réflexion avec Elodie il y a quelques secondes qu'on était quand même très bronzé, c'est assez incroyable, mais c'est l'avantage de vivre dans le sud. Bon, j'espère que vous allez bien, je vois que vous commencez à vous connecter petit à petit, merci d'être là. Nouvel épisode du Comptoir Pédin où on va parler ce soir en fait d'une solution LMS qu'utilise Elodie dans son établissement en la présence donc de la solution Google, Google Workspace for Education. Ça surprend des fois, mais c'est vrai que vous allez voir en fait que l'utilisation avec l'iPad est parfaitement adaptée et c'est une solution très très efficace. Je vais juste vous partager une petite slide si ça veut bien, mais pour l'instant ça ne veut pas. Voyons voir. Hop, juste histoire de faire une petite présentation. Est-ce que vous voyez mon écran? Elodie, tu vois mon écran ou pas? Tout à fait. C'est en plein écran? Ouais, non, non, c'est pas en plein écran du tout. Ah, voilà, là c'est rien maintenant. Ouais, Impeccable. c'est bon. Donc, bienvenue encore pour tous ceux qui ne nous connaissent pas. Donc, je suis Sébastien Dorancy, je suis responsable de la formation pour la société CNC depuis maintenant 4 ans et je travaille avec Elodie et également Amélie Mariota qui n'est pas là ce soir. Et on accompagne en fait les établissements scolaires sur toute la mise en place de vos projets numériques sur la partie pédagogique bien entendu et tout ce qui est suivi, formation, voilà, pas mal de choses, c'est très intéressant et ça nous occupe pas mal. Juste pour parler un petit peu de la société CNC, CNC en fait qui veut dire Computer and Cultura, qui est une société italienne. Vous voyez sur cette slide en fait le siège social qui est à Bari, puisque la société, le siège donc est basé dans les Pouilles. Historiquement, certains d'entre vous nous connaissaient sous le nom de e-Concept. On a été en fait la première entreprise qui a été rachetée par CNC en France. Donc c'était en 2022, donc ça fait déjà 3 ans. Et je ne veux pas trop m'attarder là-dessus, mais en fait, il y a un énorme déploiement qui se fait sur la société CNC qui fait qu'aujourd'hui, on est le premier en fait Apple Premium Partner pour l'éducation et aussi en termes de nombre de boutiques, puisque vous pouvez voir sur cette slide 123 agences. Donc voilà, et ça continue. Il y en aura très certainement d'autres. Et on a eu la chance, en fait, avec le rachat en France, de pouvoir aussi ensuite acheter d'autres entités, qui fait qu'on a quand même une couverture qui continue à grossir et qui présente quand même un véritable avantage, puisque du coup, on a des points où vous pouvez aussi aller vous rendre pour, en tant qu'enseignant, acheter votre matériel aussi directement en boutique. Mais également pour tout ce qui est suivi, SAV, réparation, formation, puisque dans les agences, il y a un petit peu tout ça. Voilà, donc si vous avez des questions justement pour ceux qui ne sont pas encore équipés et que vous souhaitez rentrer en contact avec un commercial, vous pouvez donc écrire sur l'adresse educ@cec.com ou alors si vous avez votre smartphone à côté de vous, vous pouvez aussi scanner ce QR code qui vous enverra vers une page de contact. Bon, donc voilà, si vous avez des besoins, des questions, on est peut-être sur la période où justement vous envisagez de mettre en place quelque chose. Donc, Google Workspace for Education, je vais laisser la place à Elodie qui va se présenter. Je vais arrêter mon partage puisqu'elle aura de belles choses à vous présenter aussi de son côté et je vais également couper ma vidéo pour qu'on ait un meilleur flux. Elodie, c'est à toi. Parfait, merci. Merci pour la transition. Donc, je partage mon écran d'iPad, puisqu'on va travailler ce soir avec l'iPad principalement, mais vous allez voir, Google Classroom au quotidien peut s'adapter à tous les outils. C'est ça aussi qui est intéressant. Donc, pour me présenter brièvement, donc effectivement, moi je suis professeure d'histoire-géographie, de DNL anglais. Je suis responsable d'un projet numérique depuis 2016 où nous avons fait les choix d'équipement one-to-one, c'est-à-dire que chaque élève a un iPad. Grosso modo, j'ai 250 élèves équipés. Et depuis le début du projet, nous avons choisi de nous équiper également avec la suite Google Workspace for Education qui nous permet d'avoir un vrai ENT, voilà, puisque c'est un petit peu l'objectif de cet outil en quelque sorte. Vous en avez d'autres, hein, vous avez notamment les outils Microsoft aussi, la suite Microsoft qui propose quelque chose qui est assez comparable. Mais nous, quand on s'est lancé en 2016, la suite la plus aboutie, c'était vraiment celle de Google et qui a évolué vraiment de manière assez pertinente et donc on est très content encore de l'utiliser. Ça a aussi été un bel axe pour les enseignants pour rentrer dans le numérique, notamment avec l'iPad parce que ben effectivement, ils connaissent un peu plus l'univers finalement Google souvent que Apple, donc ça a été voilà, la transition. Je suis aussi formatrice et donc j'aide Sébastien dans l'équipe de Training Leader de CNC.
Effectivement, comme Sébastien vous l'a rappelé, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas en direct à les écrire dans le chat. Il me les posera si je ne les vois pas, ou bien on répondra. Voilà, Et ça, je reste connecté, donc n'hésitez pas à poser vos questions, hein. c'est ça, tout à fait. Alors, pour entrer dans le cœur du sujet de notre webinaire ce soir, donc nous allons parler de ce LMS. Alors, qu'est-ce que c'est que ce LMS? C'est en fait une plateforme de gestion de l'apprentissage. Donc, on traduirait ça un peu aussi sous forme d'ENT dans l'éducation, qui permet donc de créer, de gérer, d'organiser, de suivre des cours, tout ça en ligne. Voilà. Donc, moi, j'ai divisé ma présentation ce soir en 3 parties. Déjà, comprendre un petit peu autour de Classroom, l'environnement Google Éducation, voilà, parce que je pense que c'est intéressant d'avoir, une vue large et puis ensuite, bien sûr, de vous montrer comment il va me servir en tant qu'enseignante à créer un vrai espace de travail avec les jeunes, et puis, comment je vais pouvoir, collaborer et évaluer avec, cet outil. Voilà, donc moi je l'utilise vraiment au quotidien, nos élèves d'ailleurs, pour les enseignants qui étaient les moins investis dans le projet iPad, mettez, tout sur Classroom, c'est tellement plus facile pour s'organiser. Donc eux, ils ont très vite compris l'avantage qu'avait cet outil pour, leur travail. Alors, je vais commencer par, découvrir justement, cet environnement, hein, puisque c'est un des outils, de l'environnement, Google. Alors l'environnement Google Éducation, il y a plusieurs solutions, de la solution gratuite à des solutions payantes qui offrent notamment, tout ce qui va être conformité avec, le RGPD. Donc ça, je vous invite à contacter, educ@cec.com pour avoir, des informations à ce sujet puisque, Tianchi, vend des Apple et des iPads, mais aussi, tout un tas de solutions, des écrans, du mobilier flexible et également des solutions comme Google Éducation. Voilà. Donc c'est sans publicité. La grande différence en fait, alors voilà, l'idée c'est de vous expliquer un peu la grande différence entre un compte Gmail perso et un compte Google Éducation. Parce que c'est pas du tout la même chose et ça c'est vraiment important. Ne vous pouvez, vous avez la possibilité d'ouvrir un compte Classroom depuis, une adresse Gmail, personnelle, on va dire, hein. Voilà, si vous avez un compte Gmail, vous pouvez tester Classroom. Voilà. Mais je vous déconseille fortement de créer un cours Classroom avec vos élèves, avec des adresses Gmail personnelles. Voilà, ça c'est vraiment pas du tout un bon conseil que j'aurais à vous donner. Il vous faut des adresses Google Éducation. Il faut que votre établissement soit référencé chez Google Éducation et que vous puissiez bénéficier justement de cet environnement sécurisé. Ça veut dire pas de publicité, ça veut dire la fiabilité et la sécurité, et ça veut dire la conformité avec les normes RGPD, vous savez, tout ce qui est autour de la sécurité de la personne. Donc vraiment, nous, on sait qu'on vit dans un environnement extrêmement sécurisé avec ces adresses mail Google Éducation. La plupart du temps, elles prennent le nom de domaine de votre établissement ou bien un autre nom de domaine, mais ce ne sont pas les adresses gmail.com classiques. Voilà. Qu'est-ce que ça va permettre aux élèves en termes de développement de compétences? On va être sur de la communication. On verra que dans les outils Google, il y a bien évidemment l'outil Gmail qu'on peut ou non d'ailleurs déployer, hein. En fait, ce qui est vraiment très sécurisant dans la plateforme qui gère Google Éducation, c'est qu'on va pouvoir choisir quels outils sont accessibles ou non depuis notre plateforme et notre adresse. On peut vraiment choisir, les élèves ont le droit de pouvoir utiliser par exemple le chat, Google Chat ou non. Nous, par exemple, ils n'ont pas accès à Google Chat. Ils n'ont pas accès non plus à Google Gemini, par exemple. Voilà. Donc, on peut vraiment choisir, Gemini qui est l'IA de Google. On peut vraiment choisir ce qu'on veut que les élèves puissent utiliser dans cette suite Google avec leur messagerie professionnelle. Voilà. Donc, communiquer, collaborer, hein, tous les outils de travail, que ce soit pour le traitement de texte, le tableur, le diaporama, les notes, tout est collaboratif, très simplement. Voilà, la création, bien évidemment, et l'organisation, notamment avec l'accès au Google Drive, qui est vraiment le maître mot pour l'organisation.
Donc justement, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que mes enseignants, moi, ont assez vite pris le parti de Google Éducation parce que c'est multiplateforme, on va dire, c'est multi-support. On peut consulter son compte Google depuis un smartphone, qu'il soit Android ou qu'il soit iOS. Et ça, c'est important parce que parfois, on peut être équipé d'iPad dans l'établissement, mais avoir soi-même un smartphone Android et un PC ordinateur à la maison. Et le fait d'avoir cette suite Google, finalement, ça permet de pouvoir l'utiliser, peu importe le support. Que je sois sur mon smartphone Android, je pourrais consulter ma messagerie si je le souhaite et mon Drive si je le souhaite. Sur mon ordinateur, je pourrais venir remplir mes cours et travailler sur la plateforme Google sans avoir nécessairement besoin de me mettre sur l'écran de l'iPad le soir. Donc, c'est vraiment ça qui intéresse beaucoup. De la même façon, voilà, l'élève a une continuité aussi pédagogique. Moi, quand ils quittent l'établissement, je ne leur ferme pas leur messagerie Google, hein, ils la conservent. Donc, ça leur permet déjà de garder un lien avec l'établissement. Souvent, ça permet de générer un réseau d'alumni assez facilement. Et ils peuvent le consulter du coup sur n'importe quel outil, encore s'ils ont besoin de revenir dessus. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un atout aussi, je trouve, de cette plateforme. J'ai une question, moi, du coup, Oui. tu leur laisses un délai de combien de temps? C'est en année? C'est quoi? Parce que du coup, tu parles effectivement du réseau Oui. alumni, ce qui est hyper intéressant. Mais Alors, c'est vrai que les stockages pour les écoles sont très importants. Moi, aujourd'hui, j'ai une plateforme à 10 téra de stockage pour tout l'établissement. Et donc, aujourd'hui, mes élèves, je n'ai jamais, même pas encore atteint, je crois, 1 oui, c'est téra. jamais saturé, ouais, voilà. Voilà, Parfait. donc en fait, aujourd'hui, je n'ai supprimé aucune adresse depuis leur création. Ah oui, ce qui te Depuis permet effectivement. 2016, chacun a son adresse. Après, on les a prévenus que si un jour on devait supprimer, on commencerait par enlever toutes les adresses qui n'ont pas été consultées, par exemple, les 2 dernières années. Parce qu'on sait Ouais. quelles sont les dernières connexions. On estime que si pendant 2 ans, vous n'êtes pas connecté à votre compte, c'est qu'il n'y a pas utilité à ce qui reste, voilà, accessible. Mais pour le moment, on n'a pas eu à faire cette opération. Voilà. Mais c'est vrai que c'est un vrai intérêt aussi de pouvoir offrir à ceux qui le souhaitent de continuer à travailler avec. Et j'ai des élèves qui continuent encore à travailler avec parce que c'est un environnement qu'ils trouvent vraiment intéressant. Surtout que là, ouais, je vous ai mis un petit peu les environnements de travail, hein. Vous voyez, donc on a l'accès au Google Drive pour le stockage, le Gmail pour la messagerie, le Google Docs pour le traitement de texte, le Google Slide pour le diaporama, le Sheets pour le tableur et puis le Classroom qui est donc l'espace de travail. Alors, dans le document que j'avais mis là, il y avait iTunes auparavant pour Apple. Depuis, cet outil est devenu obsolète et Apple a développé pour l'école, voilà, qui est quand même pas au niveau de Classroom ou de Teams en termes de possibilités pour notamment les niveaux de collège et lycée. Voilà, on est plus sur pour l'école, justement, son nom l'indique bien. Et au-delà de ces outils que je viens d'évoquer, on a aussi toute la suite Google, c'est-à-dire Google Meet, voilà. Donc ça, c'est assez intéressant pour pouvoir faire des visios. Donc si vous avez des projets avec l'étranger, des programmes Erasmus, des échanges, on a cette solution qui est également dedans et qui est sécurisée avec Google Classroom, donc ce qui permet d'avoir ces groupes classes aussi en visio si nécessaire. Alors, on parle plus trop de Covid et plus trop de continuité pédagogique dans ces moments-là, mais par exemple, dernièrement, moi j'ai une collègue à Toulouse dont son fils, le collège est fermé complètement depuis 1 mois à cause des orages extrêmement violents et tout le collège, voilà, beaucoup de dégâts. Les enseignants refont des visios, et cetera. Dans ces petits moments, c'est vrai qu'avoir ce confort, de la possibilité de faire ça en toute sécurité avec des outils qui fonctionnent, ça reste toujours appréciable. Voilà, et après je ne sais pas si vous connaissez, donc j'ai parlé de Gemini, c'est le fameux, IA de Google. Vous avez aussi le Google Agenda. Ça, c'est aussi assez précieux pour les élèves en termes d'organisation, etc. La chaîne YouTube. Donc, l'enseignant peut se créer une chaîne YouTube, par exemple, pour créer et déposer ses vidéos. Bon, il peut aussi le faire aujourd'hui avec Apps Éducation qui est libre, mais voilà, on peut si on le souhaite.
Vous avez les Google Forms, donc les questionnaires en ligne qui peuvent servir soit de sondage, soit d'évaluation. Et puis Google Sites aussi. Alors celui-là, on n'en parle pas très souvent, mais c'est assez sympa. On peut faire des sites internet avec. Moi, par exemple, j'ai des séries STMG. La dernière fois, ils voulaient faire une petite communication sur des micro-entreprises qu'ils avaient imaginées. Ils se sont mis dessus, ils ont pu créer un petit site. Voilà, donc ça, c'est assez facile. C'est un petit peu l'organisation d'un blog, mais voilà, mis en forme à la Google Site, donc c'est vraiment pas mal du tout. Voilà. Il y a d'autres outils, bien évidemment, mais j'ai sélectionné ceux qui étaient les plus intéressants pour l'enseignant. Voilà. Alors, justement, une fois on voit un peu l'environnement dans lequel on va baigner, l'idée c'est de vous montrer un petit peu ce Google Classroom, comment je vais pouvoir en créer un espace de travail et qu'est-ce que je vais pouvoir y faire. Alors, c'est vrai que ça va permettre en quelque sorte de simplifier la gestion des cours. Alors, qu'est-ce que j'y fais moi personnellement dessus et qu'est-ce qu'on peut y faire? On peut publier du contenu, des documents texte, des documents images, des vidéos, des liens internet, des audios également. Et ce qui est intéressant, c'est que en termes de limitation, de poids et de taille des fichiers, on est sur très peu de limitations. Parce que la plupart du temps, même si vous avez une vidéo, par exemple, d'1 heure, étant donné que la vidéo n'est pas stockée dans Classroom, mais va être stockée dans votre Drive, et que en fait Classroom va juste faire le lien vers votre Drive, et que tout sera en version cloud et nuage internet, et bien finalement on peut mettre voilà, des audios et des vidéos très facilement et assez lourds. Et ça, moi en DNL, par exemple, j'évalue mes élèves aussi à l'oral. Je leur fais faire des petits podcasts, des petits audios, et cetera. Ils arrivent très facilement à les poster et à me les transmettre. Ce qui, auparavant, est extrêmement compliqué quand vous demandez à un élève de vous envoyer une vidéo. C'est toujours la catastrophe, ou un audio, il ne sait pas comment faire, le fichier est trop lourd, ça passe pas par mail, il faut WeTransfer ou je ne sais quel autre outil. Là, vraiment, c'est extrêmement facilitant. Donc là, en l'occurrence, je parle de l'enseignant qui va pouvoir publier, mais on verra aussi que l'élève peut déposer un devoir de ce type-là. Voilà. Ça sert aussi à améliorer la communication. Alors, je vous ai parlé de la messagerie Gmail, mais il est tout à fait possible, notamment au niveau collège, de ne pas l'intégrer du tout, cette messagerie Gmail, et d'utiliser uniquement Classroom. Et on peut communiquer avec les élèves directement dans un cours. Alors, on peut communiquer à toute la classe ou on peut communiquer de manière individuelle en envoyant des petits commentaires individuels. Ça, c'est assez appréciable. Et il y a une liaison qui se fait automatiquement avec l'agenda. C'est-à-dire que quand l'enseignant, par exemple, va poster un devoir, automatiquement, s'il met une date de limite du travail, eh bien l'agenda va signifier à l'élève qu'il doit faire le travail avant telle date. Donc ça, c'est assez intéressant et l'élève n'a plus trop d'excuses pour dire «Oh, j'avais oublié». Aider aussi à l'organisation des fichiers avec Google Drive. Alors ça aussi, c'est très intéressant. En fait, quand l'enseignant va ouvrir un cours sur Classroom, ça va automatiquement, également pour l'élève, créer un dossier dans son Drive. Et tout ce que l'enseignant va poster dans son cours va automatiquement se classer dans ce dossier du Drive. Donc ça aide vraiment, vraiment à l'organisation des fichiers. Parce que l'élève, lui, quand il va être abonné à un cours, alors je vais vous montrer, vous allez voir. Donc là, je vais aller sur Google Drive. Donc, j'ouvre l'application. Et j'ai un dossier qui s'appelle donc Classroom. Ah, donc alors c'est pas le bon. Oh, j'allais dire il est vert le mien. Voilà. Hop, vous voyez le vert, dossier vert Classroom. Donc ce qui est bien aussi, c'est qu'on met des couleurs. Ça, les élèves aiment beaucoup parce que ils peuvent classer leur fichier par couleur, par exemple, voilà, histoire géo en vert, maths en bleu, peu importe, etc. Donc ça, c'est assez pratique. Donc là, par exemple, ce cours-là, si j'ai envie, je peux modifier la couleur, vous voyez, et le mettre en rouge. Celui-là, si je veux, je peux faire modifier la couleur, le mettre en rose. Voilà. Et donc, très vite, l'élève peut facilement s'organiser. Donc là, moi, en l'occurrence, c'est mes cours à moi que l'on voit dessus.
ce que j'ai créé. Et d'ailleurs, vous voyez, je me suis fait une archive, j'ai les cours des années précédentes, et là, c'est les cours en partie de cette année. Voilà. J'ai des cours d'ailleurs qui s'appellent, vous voyez, hein, vous en remarquerez un, il y en a un qui s'appelle Amsterdam 2025. En fait, maintenant, je crée même des cours pour des projets. Par exemple, là, en l'occurrence, c'était un voyage scolaire. Et de ce fait, tous les participants au voyage s'inscrivent au cours. Et quand j'ai des infos à donner, une réunion, un document à rendre, qui doivent voilà, me ramener des choses, etc., ou qu'ils ont des travaux à réaliser, je poste tout dans ce cours. Voilà, donc ça, c'est assez intéressant. On reverra aussi d'ailleurs que ce cours, il peut être collaboratif, c'est-à-dire que vous pouvez inviter plusieurs collègues à participer avec vous dans ce cours. Ça, c'est vraiment intéressant. Ouais, d'accord. À partir du moment où ils sont inscrits dans ce cours, ils reçoivent une notification quand tu postes quelque chose, c'est ça? Exactement, c'est ça. Ils ont des notifications push qui apparaissent sur l'iPad qui Ok, leur disent attention, il y a une nouvelle activité, il y a un travail à rendre ou bien il y a quelque chose à faire. Voilà. Donc, ouais, ils ont des petites notifications qui apparaissent sur l'écran de l'iPad. Et top. d'ailleurs, c'est pour ça qu'on verra tout à l'heure quand je poste quelque chose. Finalement, je ne le fais pas quand les élèves sont en classe avec un autre collègue. Parce que du coup, ça peut mettre des notifications de la prof d'histoire géo alors qu'ils sont en cours de maths. Donc, on verra qu'il y a un système de programmation et on peut programmer un travail à envoyer aux élèves voilà, de manière à ne pas les déranger. Soit dans les heures, par exemple, imaginons, je mets à jour à 22h30 mon cours. Ben, je ne veux pas que les élèves voilà, et connaît ça, c'est à 22h30 que j'ai modifié quelque chose parce que c'est pas le moment et qu'ils ont droit à la déconnexion aussi. C'est quelque chose qui apparaît aujourd'hui dans les médias aussi. Et notre ministre aussi a dit que les élèves avaient le droit à la déconnexion aussi le soir. Donc on peut programmer et pouvoir justement y revenir plus tard. Donc ça, c'est assez intéressant. En tout cas, il peut se publier à un moment où vous n'êtes pas devant l'appareil. Et ça, c'est intéressant parce que moi, j'ai des publications à des heures voilà, correctes. Généralement, ce n'est pas du tout l'heure à laquelle je vais être devant le. Donc, c'est ça qui est intéressant. Les gens croient toujours que je travaille de manière très efficace. Et en fait, c'est voilà. Je suis un peu désorganisée des fois. Des fois, c'est un peu tard aussi. Mais les gens croient que c'est toujours la bonne heure. Et puis, le tirage au sort. Alors, ça aussi, c'est un petit truc un peu sympa. Je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer d'ailleurs tout ça avant de passer. Alors, voilà comment ça fonctionne. Alors, deux choses que je voulais vous montrer déjà. Ici, j'ai choisi de vous montrer dans un premier temps l'interface iPad. C'est-à-dire que là, vous avez mes cours, donc vous avez les cours d'un enseignant vus depuis l'application Google Classroom. Voilà. Et vous avez une autre version, c'est la version ordinateur, celle que vous retrouverez sur votre PC. Elle n'offre pas du tout les mêmes possibilités. Moi, je peux l'ouvrir et je peux l'utiliser sur mon iPad parce que j'ai un clavier avec un pad. Ça, c'est quelque chose d'un peu particulier. Si vous avez, bon, je vais essayer de vous montrer, à moins qu'il ne veuille pas. Bon, on dirait pas qu'il veut. Non, il me cache mon clavier. Ah voilà. Un clavier avec un pad pour écrire. Là, c'est en l'occurrence, c'est un Logitech Combo Touch. Et alors, ça me permet de transformer mon iPad en ordinateur et du coup de pouvoir cibler avec la souris. Et ça, c'est vraiment intéressant pour utiliser la version ordinateur. Sinon, bien sûr, on l'utilise avec un ordinateur. Voilà. Mais moi, je l'aime bien parce que vous allez voir, il y a quelques différences. Donc voilà, là, je vous ouvre Classroom depuis la version ordinateur. Donc, je suis toujours sur l'iPad, mais en fait, je peux ouvrir la version ordinateur. Donc, on retrouve l'accueil, vous voyez, l'agenda sur le côté, à corriger. Donc, quand j'ai des choses à traiter, ça apparaît ici. Et puis, l'ensemble de mes cours qui sont là. Voilà. On a la fonction aussi cours archivé et des paramètres. Donc, grosso modo, les interfaces sont un petit peu différentes, mais sont quand même assez ressemblantes. C'est-à-dire que sur la page d'accueil, on va retrouver l'ensemble de ces cours. Voilà. Donc là, ce sont des petits carrés. Et dans la version appli, ce sont des bandeaux. Voilà. Donc moi, je fais en sorte de toujours personnaliser le bandeau. Ça, je le fais dans Canva. C'est tout bête, mais dans Canva, il y a le modèle bandeau Classroom. Et voilà. Donc, on prend Bandeau Classroom, on se le personnalise et ça permet aux élèves de bien voir facilement la matière et voilà parce que eux, ils voient pas histoire géo, histoire géo, histoire géo. Eux, ils voient histoire géo, maths, SVT, français, etc. Voilà. Donc ça rend le truc un peu plus sympa.
Pour intégrer un cours, très simple, on clique sur le plus en bas et vous voyez, on vous propose de rejoindre un cours. Donc, on clique sur rejoindre un cours et ensuite, on doit rentrer un code de cours. Voilà. Alors ça, on le fait une fois au début de l'année et une fois que c'est fait, c'est bon. L'élève est dans votre cours, il est le participant de votre cours et il y sera pour toute l'année. Donc, c'est extrêmement rapide. Au début de l'année, on se connecte en donnant le code du cours aux élèves. Alors, le code de mon cours, c'est simple. Quand je rentre dans mon cours, j'ai le petit engrenage paramètres tout en haut à droite. Et vous voyez, en descendant un peu, il y a marqué code d'invitation, code de cours. Voilà. Et donc, ce code-là, ça va être le code que je vais pouvoir donner aux élèves qui vont pouvoir entrer, avec lequel ils vont pouvoir être participants. Donc, dans l'interface est extrêmement simple. Il y a très peu de boutons pour les élèves ou pour les enseignants. Donc, vraiment quelque chose de très simple. On a le flux, on a les travaux et devoirs et les participants. Donc, si je vais à participants, vous voyez automatiquement tous les élèves qui sont connectés à mon cours. Là, je dois en avoir 37. Mes 37 élèves de seconde sont tous connectés au cours. Voilà. Et vous voyez que l'enseignant, ici, il n'y a que moi. Donc, il n'y a que moi qui vais pouvoir échanger avec ces élèves-là. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la fonction tirage au sort. C'est simple. C'est le petit icône que vous avez en haut à droite. 3 carrés, un losange. Quand vous cliquez dessus, hop, il vous demande est-ce que vous voulez commencer le tirage au sort. Donc, je vais marquer commencer. Et en fait, il va tirer au sort un élève. Voilà, donc là, M. Piquenard est sorti. Puis je fais suivant, hop, ça recommence, V. Mosson, etc. Et donc, il va tirer au sort comme ça un élève jusqu'à temps que, donc moi, j'en utilise pour faire mes groupes aléatoires, j'utilise pour faire mes tirages au sort pour des oraux, etc. ou pour des corrections d'exercices. Voilà, ils savent que c'est Google qui décide. Donc ça, et puis vous pouvez réinitialiser, revenir à zéro pour la fois d'après, pour de nouveau tirer au sort, de manière à ce que ce soit pas toujours voilà, que ça puisse aussi être le même qui ressort 2 fois assez rapidement. Donc ça, c'est la rubrique, vous voyez, participants. Elle est extrêmement simple. Voilà. Alors je vais, pardon, switch. Je vais vous montrer par exemple le fameux cours d'Amsterdam du voyage. Ben là, vous voyez, on était 2 enseignantes à être dessus. Ma collègue Erika était aussi dessus. Donc voilà, ça c'est la différence entre, on peut du coup inviter plusieurs enseignants sur le même cours. De la même façon, j'ai par exemple un cours qui s'appelle APO vie de classe, donc c'est le cours orientation que je fais en binôme également. Dessus, avec ma collègue, on va poster les choses et on va poursuivre les élèves. Donc ça c'est hyper intéressant, la animation dans un cours, je crois qu'on peut co-animer jusqu'à 16 profs, si j'ai souvenir, 15 ou 16 profs. Donc, c'est vraiment très intéressant pour nous. Voilà. Dans la version ordinateur, donc la version ordinateur, si je rentre dans un cours, alors vous voyez, c'est pas sur le bas, hein, le flux travaux et devoirs et participants, c'est sur le haut, voilà, qu'on a un bandeau qui apparaît. Et il n'y a pas marqué participant, ici il y a marqué personne. Bon, ça c'est vrai que c'est un petit défaut, c'est qu'ils n'ont pas harmonisé parfois les titres entre la version ordinateur et la version application. Mais bon voilà, ça ne change pas grand-chose. On a le nom, enfin l'enseignant, ses élèves, voilà, on a toujours pareil. Et là, vous voyez, vous n'avez pas la fonction tirage au sort. Voilà, elle est disponible. C'est une petite astuce que l'on a que pour l'iPad, enfin en tout cas l'appli. Voilà. Donc, c'est la petite cerise sur le gâteau sur l'iPad. Voilà, c'est la petite cerise sur le gâteau, on ne l'a pas sur l'ordi. Donc voilà, il y a des fois des différences, des avantages. Par exemple, vous voyez, il y a une catégorie qu'on n'a pas sur la tablette. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il n'y avait que 3 catégories. Là, il y en a une quatrième, c'est notes. Donc, toutes les notes que vous allez donner aux élèves sur des travaux que vous allez pouvoir être amenés à corriger sur l'iPad, elles apparaissent ici. Et donc, on a toutes les notes référencées sur cette partie-là dans Notes. Voilà. Mais ça, c'est version ordinateur. Sur la tablette, on ne l'a pas. Vous voyez, donc il y a des petits plus sur la tablette, des petits plus la version ordi. Mais bon, pour l'enseignant, moi, c'est vrai que je rentre très peu mes notes sur tablette. Donc, bon,
Et encore avec mon petit clavier, vous voyez, je peux tout faire sur la tablette. Donc voilà, ça c'est intéressant aussi d'avoir le récap des notes. Je vois venir, est-ce qu'on peut exporter ces notes sur Pronote, École Directe, etc. Il y a peut-être moyen. J'avoue que moi, je n'y arrive pas parce que l'option n'est pas déverrouillée sur mon École Directe. Voilà. Mais il y a possibilité, en théorie, d'exporter tout ça. Bon, après, les retaper, ça va assez vite. Voilà, ça va assez vite. Parce qu'elles sont pour alphabétique, donc voilà, c'est assez pratique. Donc voilà pour la partie un petit peu participant. Donc pour vous expliquer un peu le flux. Alors le flux, comment ça fonctionne? L'afflux, c'est une sorte un peu de mémoire de tout ce que vous avez posté sur des petits messages que vous leur écrivez ou de tout ce que vous mettez en ligne. En fait, dès que vous mettez un nouveau document, par exemple là, carte mentale résumé du cours, publié le 15 mai, ben, automatiquement, ça leur fait une notification. Madame Tedna a envoyé un nouveau support de cours, carte mentale, etc. Donc à chaque fois, ils ont un petit rappel de tout ce qui a été fait. Par exemple, s'ils ont été absents pendant 2-3 jours, ils peuvent voir tout ce que l'enseignant a posté dans les 2-3 jours où ils ont manqué. Voilà. Et puis ensuite, on peut mettre des petits messages. Donc là, vous voyez, moi, je leur mets qu'il y a évaluation pour tous, une interro de cours. Voilà, je leur donne des travaux un petit peu quand j'ai des choses à leur demander. Je peux mettre des liens si j'ai envie. Donc là, en fait, dans le flux, on peut, en haut, il y a marqué annoncer quelque chose à votre classe. Et donc là, vous pouvez écrire un message à votre classe. Et donc, ça va leur faire un message, un mail commun, un mail groupé en quelque sorte. Vous voyez, donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas besoin de chercher les mails de tous les élèves. On écrit et ça écrit un message à tout le monde. On peut mettre des pièces jointes dedans. On peut y mettre des documents de Drive, des liens, importer des fichiers, ajouter des photos, enregistrer une vidéo, vous voyez. Voilà, il y a tout ça qu'on peut faire directement avec le petit message. Et ce qui est aussi assez intéressant, c'est que là, il y a marqué tous les élèves. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a marqué IST, Géo, EMC, et puis après à côté, il y a marqué tous les élèves. Si je clique dessus, je peux décider de décocher tous les élèves et de n'envoyer le message qu'à quelques-uns. Vous voyez, donc je peux cocher, décocher certains élèves. Et donc là, par exemple, si je fais OK, il va envoyer uniquement à 6 élèves ce message. Donc ça aussi, c'est intéressant. Si vous voulez faire un rappel uniquement à un petit groupe d'élèves, en termes de com, ça vous évite d'aller chercher les mails des uns et des autres. Vous avez votre liste. Qui est-ce qui m'a pas rendu le travail ou qui est-ce qui… Voilà, hop, vous cliquez et vous envoyez. Donc ça, c'est vraiment très simple. Sinon, c'est automatiquement, par défaut, tous les élèves qui vont recevoir le message. Si vous voulez aussi dire quelque chose en particulier, voilà, un groupe d'élèves toute la classe n'est pas concernée, ben, vous pouvez le faire depuis le flux. Voilà. Donc le flux, c'est vraiment ça, la communication avec les élèves. Et après, on a la partie travaux et devoirs. Donc c'est là où on va pouvoir notamment envoyer des supports de cours. Donc là, vous voyez, je suis dans travaux et devoirs. Il y a le petit plus en bas à droite. Et je vais choisir support de cours. Voilà. Et donc le support de cours, je vais pouvoir y mettre ici des documents que les élèves n'auront pas à modifier. Il n'y a pas de date limite, ce n'est pas un devoir, c'est un document que je veux confier aux élèves. Donc ça peut être un audio, une vidéo, un fichier, une photo. Voilà. Je peux même aussi prendre une photo en live, par exemple. Les élèves n'ont pas eu le temps de recopier le tableau à la fin du cours. Ben, je peux cliquer sur prendre une photo, je prends en photo le tableau et je l'envoie et tout le monde a le tableau. Voilà. Donc ça, c'est assez intéressant aussi. Voilà, tout ça, c'est des choses que vous pouvez ajouter comme support de cours dans votre cours. Et vous avez aussi, vous voyez, ajouter un thème. Donc les thèmes, en fait, ce sont les chapitres de l'année. Ce sont les, voilà, enfin moi en tout cas, je le traite en chapitres. Donc quand vous allez ajouter une ressource, vous l'affiliez à ce chapitre. Donc ça se voit dans l'organisation, vous voyez. Moi, les chapitres sont par ordre. La dernière parution est en haut. Voilà. On peut choisir aussi que la dernière parution soit en bas. Ça, c'est à vous de voir. C'est un choix, mais moi, je préfère que les dernières choses soient en haut et le reste de l'année plutôt vers le bas.
Et si l'élève veut retrouver les choses par chapitre, même des anciens chapitres, il va cliquer sur l'icône que vous avez tout en haut à droite, à côté de la caméra. Et donc là, il va cliquer dessus et il a son chapitrage. Et admettons qu'il ne veut revoir que les méthodes de bac, il clique sur méthode de bac et il retrouve l'ensemble des méthodes de bac que l'on a travaillées. Voilà. Donc s'il veut reprendre uniquement le chapitre sur la Méditerranée antique, il clique dessus et il voit les supports sur la Méditerranée antique. Donc ça aide vraiment à s'organiser parce que tout est vraiment bien rangé. À partir du moment où l'enseignant choisit le chapitrage, voilà, pour l'élève, c'est assez simple de s'y retrouver. Et c'est la même chose, hein, strictement la même chose sur la version ordinateur. Vous voyez, vous pouvez montrer tous les thèmes ou bien vous pouvez faire le choix de choisir de voir uniquement un thème et de ce fait, il va vous montrer uniquement ce thème-là. Voilà. Donc là, il montre uniquement les 3 élèves, documents du thème. Voilà. Mais là, sur le coup, je trouve que la version appli est plus sympa pour les élèves et ergonomique. Voilà. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire pour l'espace numérique de travail dans le sens de la publication, de la communication, etc. Et ensuite, donc, il y a une deuxième partie qui est celle qui va être autour de tous les outils collaboratifs et évaluation. Parce qu'en fait, on va pouvoir aussi corriger des devoirs en ligne. Ça, c'est assez intéressant. Donc, on va pouvoir créer des documents collaboratifs, c'est-à-dire que je vais pouvoir mettre à disposition des élèves un document par équipe, par exemple, qu'ils vont pouvoir modifier. Je vais pouvoir aussi donc publier des devoirs, attribuer des notes. Vous avez vu tout à l'heure, je vous ai montré des relevés de notes, donc ça veut dire que j'avais donné des notes à quelques devoirs. Je vais pouvoir évaluer avec des grilles critériées. Alors ça, je crois que c'est mon chouchou dans Classroom. Évaluer des questionnaires en ligne et également vérifier l'originalité d'une copie. Alors ça, je vous avoue que c'est quelque chose que je faisais beaucoup avant. Maintenant, je le fais moins parce que l'IA a un petit peu changé le jeu, les règles du jeu. Pour tout vous expliquer, vérifier l'originalité d'une copie, c'est quand un exposé est réalisé par l'élève ou un devoir. On peut choisir cette option-là dans Classroom et Google va vous dire le degré d'originalité de la copie. C'est-à-dire, il va vous dire, l'élève, par exemple, a fait 20% de copier-coller. L'élève a fait 5% de copier-coller. L'élève a fait 80% de copier-coller. C'est pour ça que je vous dis qu'avec l'IA, ça n'a plus de sens. Parce qu'avant, effectivement, que l'IA apparaisse, moi, je l'utilisais et je mettais des critères. Par exemple, si votre exposé a plus de 5% de copier-coller, vous prenez des pénalités sur votre devoir. Et je faisais un peu en gradient. Mais aujourd'hui, avec l'IA, cette originalité d'une copie ne fonctionne plus vraiment. Voilà. Mais c'était très intéressant puisqu'en fait, il soulignait dans la copie d'élève tous les paragraphes qui étaient retrouvés sur Internet et il vous mettait même le lien du site Internet que l'élève avait copié-collé. Donc là, c'était super pour éviter les plagiats de Wikipédia. Voilà. Bon, ce qui n'est plus tout à fait le cas maintenant. Voilà. Mais ça existe, en tout cas. Ça n'a plus trop d'intérêt, je trouve, mais ça existe. Alors, je vous montre un petit peu du côté iPad ce que ça donne. Donc, je vais peut-être chercher un travail que je vais vous montrer. Oui, je vais faire ça. Je vais vous montrer. Tac, 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 tac. Voilà. Il est passé où ce truc? Zut. Voilà. Non, c'est là. Voilà. Donc, par exemple, moi, chaque élève passe à l'oral une fois dans l'année, n'importe pour corriger un exercice ou et voilà, c'est dans la dynamique du grand oral. Je les prépare à l'aisance orale, etc. Donc, on voit ensemble comment on doit se positionner pour bien réussir un oral, bien évidemment. Et puis, ça leur permet de prendre un petit peu le pouls. Voilà. Et donc, voilà comment ça se. Voilà. Donc là, j'ai créé un devoir. Dans ce devoir, j'ai mis des instructions. Donc, j'ai expliqué un peu. Là, en l'occurrence, j'avais donné une fiche de conseils pour réussir son oral. Et ensuite, j'ai tous mes élèves avec leurs notes. Alors, voilà comment ça fonctionne. Je vais cliquer dessus, vous allez voir.
Quand on clique dessus, donc là, on a l'élève. On peut lui écrire un commentaire privé. On a la possibilité d'écrire un commentaire privé, ce que je n'ai pas fait là, mais on peut. Et ensuite, il est à sa grille d'évaluation. Donc là, vous voyez en fait que pour chaque critère, là, je vais ouvrir les critères. Voilà. Donc, communication verbale. Donc, il y a le descriptif. J'ai pris en compte la tonalité, le débit, l'aisance, le vocabulaire, l'articulation, l'éloquence. S'exprime clairement et avec sérieux. Donc, c'est sur 5 points. Et donc, il sait que ça a été très satisfaisant sur le critère de la communication verbale. La communication non verbale, l'attitude, la gestion du stress, la distance par rapport aux notes. Bon, ben là, par contre, ça a été satisfaisant. Voilà. Et c'est comme ça pour tous les critères. Alors, ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire que l'enseignant a créé sa grille d'évaluation au préalable. Et ensuite, l'enseignant va attribuer des points. C'est-à-dire, pendant qu'il est en train de passer son oral, ça qui est assez intéressant pour moi, c'est que la note va se mettre automatiquement. Pendant qu'il est en train de passer son oral, je vais cliquer sur le critère et je vais faire, alors là, vous voyez, il propose d'effacer parce que j'ai déjà cliqué celui-là, mais j'aurais pu sélectionner par exemple 3 points. Vous voyez. Donc, si je sélectionne 3 points, automatiquement, le total va être modifié. Donc, en fait, l'enseignant crée sa grille. Une fois qu'il a créé sa grille, pendant qu'il évalue l'élève, il coche les critères. Donc là, il sélectionne le nombre de points qu'il lui donne à chaque critère. Et l'addition se fait automatique. Voilà. Et une fois qu'on a rempli ses notes, on vous propose de les rendre aux élèves. Donc là, ça a été noté, ça a été rendu aux élèves. Vous voyez, il y a marqué 0 remis, ça veut dire 1 attribué parce que cet élève-là a disparu en cours d'année, donc je ne l'ai pas évalué. Bon, en tout cas, a quitté l'établissement. Et puis, 36 notés. Voilà. Mais quand en fait, c'est moi qui envoie les notes quand j'ai envie ensuite. C'est ça qui est intéressant. Je peux noter tous mes travaux pendant le week-end ou voilà, quand j'ai du temps dans mes intercours pour pouvoir le faire. Et je peux rendre la copie et la note au moment où j'ai envie. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que l'élève ne se demande plus pourquoi j'ai telle note. Il comprend facilement, grâce à la grille, où est-ce qu'il a perdu des points et comment ça fonctionne. Voilà. Je vais vous montrer commentaire privé parce que je sais que j'en ai fait en DNL sur mon dernier devoir. Les élèves, donc je leur avais créé un devoir pour qu'ils ils me déposent des posters. Voilà, donc là, ils avaient fait en équipe, donc ils ont une note groupée. Donc, vous voyez là les instructions, j'ai mis la grille d'évaluation, j'ai mis les équipes, comme ça je me souvenais qui travaille avec qui. Et ensuite, par exemple, si je clique sur à la board, hop, donc je vais retrouver son devoir. Donc, son devoir, elle a posté, elle a mis à l'intérieur de Classroom. Donc là, je vais pouvoir voir son affiche, ce qu'elle a réalisé. Voilà. D'ailleurs, je vais pouvoir, si je le souhaite, prendre le petit crayon en haut à droite entre les 2 icônes que vous avez et je vais pouvoir, si j'ai envie, venir annoter la copie. Donc là aussi, c'est assez sympathique. Si on a un stylet, par exemple, on va pouvoir venir annoter, écrire sur la copie, voilà, très bien, etc. On va pouvoir faire ça, on va pouvoir bien sûr gommer si on a fait une erreur. On a le stylo rouge qui apparaît automatiquement, mais si on veut le mettre en bleu, on peut lui changer la couleur et puis dire moi j'ai plutôt envie de corriger en bleu. Voilà, on peut, hein. C'est tout à fait possible. Et si vous avez envie d'écrire, mais que vous n'êtes pas très, très à l'aise avec votre écriture, voilà, vous pouvez aussi taper du petit texte. Voilà. Donc ça, c'est assez sympa. Et une fois que vous avez corrigé son travail, ça va le doubler. C'est-à-dire que son fichier à elle est toujours là. Vous voyez, il y a marqué dépôt des posters. Si je clique dessus, j'ai son poster vierge. Donc c'est le sien. Il n'a pas été en quelque sorte annoté. Et à côté, vous avez le fichier qui s'appelle modifier, qui lui a été annoté. Ce qui est sympa aussi, c'est que si l'élève venait avoir l'idée de modifier le document entre-temps et de dire « Ah non, mais vous avez mal corrigé, madame, regardez, j'avais écrit ça finalement ». Eh bien non, non, pas du tout, parce que moi, quand j'ai corrigé, voilà ce qu'il y avait, hein, voilà comment c'était figé.
Donc ça, c'est assez intéressant et en plus, ça génère un PDF, voilà. Et donc, vous voyez, en fait, on peut leur faire des commentaires privés. Donc là, en l'occurrence, j'avais fait les corrections linguistiques directement dans ce commentaire privé. Donc là, les élèves avaient un commentaire et uniquement les élèves de ce groupe avaient le commentaire. Voilà. Et toujours pareil, ils avaient la petite grille d'évaluation sur le contenu, la présentation visuelle, l'expression écrite et langue. Voilà. Donc tout ça, et la note, c'est construite automatiquement et j'ai pu leur donner. Voilà. Moi, je trouve que l'évaluation, c'est ce qui est très intéressant voilà, dans le support. Alors, pour l'évaluation, on ne peut pas créer les grilles d'évaluation depuis l'application. L'application est trop simple en termes de développement pour le permettre. Donc, il faut le faire à tout prix depuis l'ordinateur, depuis la version ordinateur, depuis la version web. Donc, je vais vous montrer, par exemple, si je vais donc dans travaux et devoirs, que je fais créer. Donc, il faut créer un devoir. Un devoir. Il faut lui donner un titre, on peut choisir donc des points si ce devoir est noté. Donc, ça peut être 100 points, ça peut être 10 points, ça peut être sur 20, ça c'est vous qui décidez. Voilà. Il peut y avoir aussi un devoir sans note. Hein. Voilà. Il y a pas, moi, toutes les activités que je poste sur Classroom ne sont pas toutes notées. Et puis, vous avez la date limite. Donc, si vous mettez une date limite, automatiquement l'agenda va se synchroniser. Donc ça, c'est intéressant. Et vous avez ensuite le thème. Donc, vous pouvez mettre le thème. Voilà. Et en dessous, c'est là où c'est intéressant, vous pouvez ajouter votre grille d'évaluation. J'en profite pour vous montrer la petite astuce pour l'absence de cas de plagiat. Voilà. Donc ça, il faut cocher la case, vérifier l'absence de plagiat et il vous dit que vous avez droit à 5 devoirs par an ou Google Classroom dans votre cours pourra vérifier l'originalité. Voilà. La grille d'éval. Donc là, je reviens à ce petit bouton. On peut créer une grille d'évaluation toute nouvelle. On peut réutiliser une grille d'évaluation qu'on a déjà. Par exemple, si vous avez déjà fait une grille sur l'oral, etc. Vous voyez, par exemple, moi j'ai plusieurs grilles. Ben, celle-là, je veux la réutiliser. Bon, ben, je peux la réutiliser. Et puis, je peux créer, donc, importer aussi une grille depuis un Google Sheet, depuis un tableur. Mais vous allez voir, hein, ce n'est pas du tout compliqué de créer cette grille. On a le titre du critère obligatoire. Si on veut, on peut un petit peu expliquer ce critère de manière un peu plus détaillée et puis attribuer des points. Et là, c'est vous qui décidez combien de gradients vous avez besoin. C'est vous qui décidez combien de points vous attribuez à chaque fois. Vous pouvez donner un titre à ce niveau, donc par exemple insuffisant, satisfaisant, etc. Et vous pouvez même apporter une description à ce niveau. Alors pour tous les collègues de langue qui ont des grilles extrêmement pointues et déjà faites en plus sur le sujet, des grilles descriptives, c'est très intéressant de vous la formaliser dans Google. Et quand il y a un passage à l'oral, quand il y a un devoir écrit à corriger, de pouvoir le faire directement avec cet outil-là. Voilà. Et une fois que vous avez, donc là, vous voyez automatiquement, il y a 3 points, voilà. Et vous ajoutez vos critères. Donc, si vous voulez un autre critère, vous ajoutez un autre critère, vous rajoutez des points, etc. Et ça vous fait la grille. Voilà. Quand vous enregistrez après la grille, bon là, je n'ai pas tout fait, donc il ne va pas vouloir s'enregistrer. Mais voilà comment ça fonctionne. Je vais vous montrer une grille que j'ai déjà faite, donc je vais vous montrer celle sur un podcast, là. Voilà, donc si j'ouvre la grille. Voilà, donc vous voyez là, c'est très développé, donc il y a diction, intonation. J'ai donné un titre, insuffisant, fragile, satisfaisant, très satisfaisant et en dessous, j'explique le critère. Par exemple, débit un peu trop rapide ou un peu trop lent et rare changement de ton. Voilà. Voix et intonation adaptées au jeu de rôle, fait preuve d'audace et de créativité. Donc là, vraiment, voilà, il sait exactement les critères qui ont été utilisés. Et les élèves ont vraiment l'impression que c'est moins la roulette russe, en fait. Ils ont, avec ces enjeux critériés, ils ont l'impression d'avoir une évaluation assez précise et ils comprennent beaucoup mieux comment progresser. Voilà. Donc ça, c'est la grille d'évaluation avec Classroom. Donc à développer sur l'ordinateur, mais après, on peut la compléter sur l'appli. Ça, c'est intéressant. Il y a développé excuse-moi, ouais, quand Oui, il y a développé pardon. sur l'ordi, tu peux accéder quand même à l'interface web depuis l'iPad. Voilà,
Si tu as un clavier Oui, et d'accord. Ouais, voilà, voilà, c'est ça. Il c'est te ça. faut le clavier. Ok. Ouais, le clavier et la souris en fait. Après, tu peux, mais sincèrement, avec les doigts, Ouais, c'est ouais. très difficile de toucher les éléments. Moi, quand je suis sur l'interface ordi, vraiment avec le clavier, oui, tu vois, j'arrive avec la Oui. souris Oui, à oui. projeter, mais avec le doigt, ça bouge très très mal en fait. Tu vois, je fais Ouais, des ouais. bêtises, Ok. voilà. Donc vraiment, il faut le pad et le clavier pour pouvoir accéder à Google version ordi sur Oui. l'iPad. Voilà. Non, mais sinon, effectivement, si c'est quelque chose que tu prépares en amont, que ce soit en salle de classe, en salle des profs, pardon, ou autre, tu peux utiliser un ordi, voilà. Exactement. T'as juste à te connecter pour préparer en amont, ouais. C'est ça qui est intéressant, c'est que quand Google s'ouvre depuis l'ordi, il n'y a pas trop de soucis. Et je voulais vous montrer, oui, c'est ça aussi tout à l'heure, quand je vais publier quelque chose dans mon cours, si je ne veux pas que ça apparaisse immédiatement, comme je vous ai dit, la déconnexion, voilà. Imaginons, je crée un devoir, etc. À partir du moment où je vais le préparer, ce devoir, mettre la date, le thème, ce que je veux, etc. En haut, j'ai le bouton attribuer. Si je clique sur attribuer, ça veut dire que immédiatement l'élève va recevoir cet exercice. Voilà. Si ce n'est pas le bon moment, dans ce cas, il faut cliquer sur les 3 petits points au bout. Et là, on peut enregistrer le brouillon et le programmer même. On a 2 options. Soit j'enregistre le brouillon et comme ça, il est en brouillon. Donc, on le voit apparaître ici, là, test ouverture atlantique, il est là, il est en brouillon. Donc, quand je suis en classe avec eux, j'ai plus qu'à cliquer dessus et à faire attribuer. Et du coup, ils l'auront au moment où j'ai vraiment envie, c'est-à-dire à l'instant T, là, maintenant, tout de suite. Donc, ça, c'est une stratégie, les mettre en brouillon. La deuxième stratégie, c'est vous voulez que demain matin, à 7h55, il l'ait reçu avant le début de la journée ou entre midi et deux, ou je ne sais pas. Ben là, vous faites programmer et vous choisissez la date et l'heure à laquelle vous voulez qu'il le reçoive. Voilà. Donc, il y a ces 2 possibilités pour ne pas attribuer le devoir immédiatement ou le support de cours et que ça ne dérange pas ni l'élève ni un collègue, voilà, que ce ne soit pas le bon moment pour ça. Donc ça, et c'est la même chose également pour le flux. C'est-à-dire si je veux écrire quelque chose aux élèves, soit je publie immédiatement, soit j'enregistre le brouillon, soit je programme. Donc je peux tout préparer à l'avance. Par exemple, je sais qu'à la fin de l'heure, je vais leur annoncer un devoir pour la semaine prochaine, et ben, je peux enregistrer le brouillon et puis à la fin de l'heure, quand j'aurai fini, je l'envoie. Et puis si je suis pas sûre qu'aujourd'hui ça passe, ben, je l'enverrai la prochaine fois. Et programmer, ben, si je veux programmer à la fin de l'heure, ben, je peux programmer aussi qu'à la fin de l'heure, il se publie. Voilà. Donc c'est vraiment des petites astuces comme ça qui permettent à l'enseignant de vraiment choisir quand est-ce qu'il a envie de publier son travail. Il me semble que c'est pas mal. Oui, après les documents collaboratifs, donc sur tous les outils Google, donc là je vais prendre l'exemple d'un Google Docs par exemple, tous les outils Google sont collaboratifs, c'est-à-dire que les élèves, par exemple, peuvent ouvrir un document que l'enseignant a envoyé ou qu'ils ont réalisé, ou même une page blanche, hein, tout simplement, et inviter des personnes à collaborer avec eux. Donc, comme ils ont tous une adresse Google Éducation, ils rentrent leurs adresses et le document devient voilà, collaboratif, ils peuvent tous collaborer. Donc ça, c'est assez intéressant. Ils peuvent le faire sur tous les outils Google, que ce soit un diaporama avec slide, un tableur avec Sheets. Ils peuvent collaborer très facilement et écrire simultanément sur le même document. De la même façon, je voulais vous montrer quelque chose aussi qui est assez intéressant pour l'enseignant. Quand vous publiez donc sur Classroom, par exemple, je vais prendre mon cours de DNL. Voilà. Vous retrouvez l'ensemble de vos devoirs. Et en fait, voilà, ici, vous avez toutes les réalisations de vos élèves au même endroit. Ça aussi. Alors, on peut les avoir par élève, mais on peut les avoir comme ça. Et ce qui peut être intéressant, je vais par exemple faire celui-là. Voilà. Quand vous distribuez un devoir aux élèves, on peut distribuer, on appelle ça faire une copie par élève. Et là, par exemple, chaque copie a pris le nom de l'élève au début. Ça, c'est quelque chose qui s'est fait de manière automatique. Donc, vous n'avez pas besoin de vous demander à qui est cette copie. Si l'élève n'a pas mis son nom et son prénom, vous savez automatiquement à qui est la copie. Voilà, parce que ça prend le nom et le prénom de l'élève, toutes les copies. Et du coup, vous n'avez plus qu'à cliquer sur la copie de l'élève
et à regarder ce qu'il a rédigé. Donc là, vous voyez, ça, c'est ce que l'élève a écrit en bleu à mes réponses, enfin aux questions qui avaient été posées. Donc ça, c'est assez intéressant. L'enseignant va pouvoir aussi regarder ce que chacun a fait sur sa copie, s'il a envie, bien évidemment, et puis le noter ou pas. Voilà. Donc tout ça, c'est vraiment très, très, très bien conçu. L'écosystème est vraiment fait pour pouvoir corriger ses copies, noter, évaluer, tout ça. Voilà. Ben, je crois que j'ai terminé de mon côté la présentation. Bref, bien sûr que je pourrais vous montrer toutes les manipulations en détail, mais Oui, non, c'est pas c'était pas l'objet du l'idée. webinaire. Ouais, Hein, là, ouais. c'était de vous montrer un peu les fonctionnalités aujourd'hui de ce qu'on peut en faire. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé, que vous avez eu voilà, pu en tout cas bien comprendre un petit peu comment fonctionne cet outil. Voilà, moi je le trouve, il a évolué avec le temps. En plus, il est devenu encore plus ergonomique, etc. Donc c'est assez intéressant de voir qu'en plus c'est pas un outil qui est figé, c'est un outil qui évolue avec le temps. Voilà. En tout cas, c'est vrai que c'est assez bluffant de voir surtout moi, c'est le côté collaboratif que je trouve super intéressant parce que c'est vrai que déjà de pouvoir travailler ensemble, que ce soit dans les leçons, que ce soit même sur le propre document, etc. Ça, c'est vraiment top. Et puis le fait que voilà, quand tu envoies un document et que tu fasses attribuer à chaque élève, ça crée une copie automatiquement. Donc il peut pas y avoir, si tu veux, de triche ou quoi que ce soit. Si tu fais des modifications dessus, ben forcément tu sauras qui c'est qui les a fait. Toi, tu peux annoter aussi, de rajouter dessus. Enfin, c'est vraiment génial, quoi. Et on voit que c'est simple, c'est intuitif. Et ça, c'est vrai que Oui, c'est un c'est plus. très très simple. Les enseignants prennent très vite en main l'outil. J'ai jamais eu de longues Oui, c'est ça. sur le sujet. Vraiment, ouais, Alors, il y a peu de boutons, donc c'est assez simple. on avait une question quand même, effectivement, c'est combien ça coûte tout ça? Alors bon, pour répondre à cette question, il y a différentes solutions hein, de Google Workspace for Education. Elodie va vous en parler un petit peu après, surtout sur la partie sur comment elle a commencé elle. Mais encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter sur l'adresse edu4cec.com et nos commerciaux pourront vous expliquer tout ça plus en détail. Mais toi, si je me trompe pas, Elodie, tu as commencé avec la solution gratuite. Oui. Et ensuite, tu es passé sur une autre solution. Donc, c'est vrai qu'il y a Oui. déjà de toute On peut façon commencer déjà la avec la version possibilité de commencer. gratuite pour commencer à. Oui, tout à fait. Hum. Et Ouais, ouais. du coup, sur la solution gratuite, tu avais accès à tout dès le début ou non? C'est effectivement en passant ensuite sur une autre solution où ça a débloqué Alors, autre chose? pour les solutions gratuites, il faut avoir conscience que déjà, il faut être un établissement scolaire, hein, d'enseignement associatif, en tout cas sous contrat associatif, de manière à bénéficier de la solution voilà, gratuite. Ensuite, les solutions, à partir du moment où on veut des comptes RGPD, à partir du moment où on veut certaines fonctionnalités comme par exemple pouvoir enregistrer les vidéos sur Google Meet, etc. Là, on passe à des solutions qui sont payantes. Il y a différents niveaux. Il faut vraiment prendre contact avec un des commerciaux pour avoir les informations précises. Oui, Moi, c'est vrai que je n'ai pas étudié récemment toute la partie commerciale parce que ça ne m'intéresse pas du tout. Voilà, mais eux, je ils vais sauront vous repartager. aiguiller. Voilà. Je repartage ma slide, comme ça je vous remets si vous voulez scanner le QR code ou ne serait-ce que recopier l'adresse edu4cec.com et effectivement on pourra répondre à ces questions-là. Du coup, merci beaucoup en tout cas, Elodie. C'était hyper intéressant de voir tout ce qui est les champs du possible avec l'iPad en tout cas et de pouvoir ensuite. Ah, ça sonne sur mon petit téléphone en même temps. Mais voilà, donc du coup, n'hésitez pas également, je vous remets aussi un autre petit QR code là si vous voulez accéder aussi à l'ensemble des replays de tous les épisodes du Comptoir Pédac qui ont déjà eu lieu, celui de ce soir étant le 26e épisode et qui clôture l'année scolaire d'ailleurs. Donc vous pouvez tout simplement retourner sur notre chaîne YouTube pour aller voir les différents sujets qui ont été traités précédemment. Et j'en profite pour vous annoncer donc le prochain épisode qui sera à la rentrée. J'ai pas encore la date exacte de fixer. Si, pardon, je dis des bêtises puisque je vous ai même mis le QR code. Ce sera de mémoire le 11 septembre. Ouais, c'est Date un peu particulière, mais du coup, on a essayé de faire un programme pour vous aider en fait sur comment bien réussir votre rentrée numérique dans votre établissement. Donc à la fois d'un point de vue pédagogique avec Amélie qui sera là cette fois-ci donc pour toutes les petites astuces qu'elle fait en début d'année pour bien réussir et démarrer l'année avec les élèves. Et Benjamin, qui est technicien chez nous, certifié Apple et Jamf, Jamf qui est la console de gestion, je le rappelle, avec qui on travaille pour l'organisation, la gestion des iPads, et qui vous donnera quelques tips and tricks justement pour bien démarrer l'année, parce que des fois on oublie certaines choses.
Et voilà, ce sera donc un épisode consacré à ça pour bien démarrer l'année. Il y en aura d'autres au long de l'année. Les sujets nous viennent petit à petit. On essaye de toucher un spectre assez large. Mais voilà, n'hésitez pas en tout cas de vous connecter à celui-ci également. Vous pouvez scanner ce petit QR code. Sinon, vous aurez des informations qui seront aussi diffusées comme d'habitude sur les réseaux sociaux. Certains nous ont vus sur LinkedIn ou autres réseaux pour pouvoir venir et participer ce soir. Merci à tous. Merci Elodie. Encore une fois, j'arrête de nouveau mon partage. Et puis, on se dit à bientôt. On vous souhaite de belles vacances puisque c'est pour bientôt. Bon, il y a quand même pour certains, effectivement, les épreuves, hein, brevets, bac, tout ça, qui vont s'enchaîner. Mais bientôt les vacances. Profitez-en bien et on se voit donc à la rentrée. Bonnes vacances, belle rentrée. Bonnes vacances. À bientôt et merci à tous. CNC, People Around Technology.